Quiconque a un jour créé a forcément connu ce difficile moment de vide, le syndrome de la page blanche. Ce moment où rien ne vient, où l'on se sent creux et sans idée. Il existe plusieurs sources à ce blocage intense. Parfois, ce n'est pas le moment. Quelque chose nous occupe et nous retient ailleurs, loin de notre moment de création. On se sent sec et tari, comme si l'on était incapable de tirer sur le moindre fil de créativité. D'autres fois, c'est la paralysie face à toutes les merveilles que d'autres ont déjà produites avant nous. Comment oser dessiner après De Vinci et Piranèse? Comment prendre un crayon après Gérard Trignac et Paul Ramsay? Qu'avons-nous de si grand à offrir qu'il mériterait qu'on échoue 1000 fois avant d'en trouver le chemin? Dépasser ce mur du talent des autres nécessite qu'on fasse abstraction de tout ce qui existe, l'espace d'un instant. D'ailleurs, cette page blanche ne touche pas que le dessinateur. Le musicien connaît ce vide abyssal ressenti devant une partition sans notes. L'écrivain sait ce que pèsent les jours à attendre devant un traitement de texte vierge qui nous nargue en clignotant. L'architecte a pris ce chemin, le peintre, l'artiste, le scénariste. Tous les gens qui ont un jour créé ont connu ce rectangle de frustration. Ce blanc intense qui vous obsède et vous diminue. La page blanche devient alors une limite infranchissable entre votre envie débordante et votre main qui ne parvient pas à utiliser ce carburant. À cet exercice, on peut perdre confiance, et même abandonner. Pourtant, une page blanche n'est pas effrayante au début. C'est seulement après plusieurs ratages, comme un feu qui ne prend pas, qu'on sait que cette page a un prix, qu'elle n'est pas naturellement synonyme de liberté. Beaucoup même vous diront que la contrainte en art est une bénédiction. Se voir forcé de partir d'un élément, c'est déjà donner un cadre au flux de votre imagination. Finalement, en matière de création, il n'y a rien de pire que la liberté pleine et entière, lorsque l'on est face à soi, démunis devant notre pauvre estime de nous-mêmes. Pourtant, tant qu'elle ne nous freine pas, cette humilité est essentielle. Il nous faut sans cesse accepter d'apprendre, de désapprendre, de se remettre en question, d'oser tenter de nouvelles choses. Dès qu'on se repose sur la facilité ou sur l'absence de risque, on s'ennuie, ou pire, on se gâche. La page blanche mettra à l'épreuve votre patience. Non, votre chef-d'œuvre n'arrivera pas d'un coup. Il sera le résultat d'une accumulation d'essais, de ratages instructifs et de doutes incessants. Il arrivera sans prévenir, au cours de votre chemin, peut-être même alors que vous serez en train d'arrêter d'y croire. Dans ce sens, penser que vivre de sa création est facile est une illusion. Cette route est même si dangereuse et déceptive qu'elle en a broyé ou détruit plus d'un. Il y a 1000 raisons connues d'échouer et une seule grande façon mystérieuse de parvenir à ses fins. C'est là qu'interviennent la flamme, la passion. Quel qu'en soit le nom, c'est ce fluide qui vous aidera à traverser ces premières pages blanches, à faire face au mépris de vos premiers interlocuteurs. Se pose alors clairement la question de l'inspiration. Peut-être existe-t-elle, mais je n'aime guère la signification romantique qu'on lui prête. Pour nous tous, l'inspiration serait une sorte de fluide invisible que l'artiste parviendrait à capter dans l'univers, comme si toutes les idées du monde préexistaient quelque part et que l'artiste ne faisait que les récolter innocemment, sans presque aucun investissement, sinon celui d'être plus ou moins rêveur. Comme s'il y avait des élus aptes à voir ce fluide et d'autres qui ne seraient pas dignes de boire à ce calice. On a même longtemps cru aux muses, à ces divinités qui guideraient les artistes et leur inspiraient leurs plus belles œuvres. C'est peut-être le cas, mais je n'ai jamais été contacté. Il n'existe que le travail, la recherche de connaissances et l'acceptation d'une montagne d'échecs, avec l'espoir qu'un jour, vous pourrez la gravir pour apercevoir enfin l'horizon des possibles. Bien sûr, notre rapport à la création n'est pas égalitaire. Il dépend, je suppose, d'une éducation qui vous ouvre plus ou moins vers ces pratiques, ou bien de rencontres, d'un amour qu'on se découvre pour une forme de culture qui vous attire et quelque part vous appelle. Mais qui que vous soyez, vous pouvez créer. Il faut juste jeter votre radeau à la mer et vous y agripper fermement pour faire face à tous les pièges de ce grand océan. Si je ne crois pas à l'inspiration, il existe pourtant des mécanismes fourmillants qui sont à l'œuvre dans le cerveau d'une personne qui crée. Le talent et la créativité d'une personne dépendent de sa capacité à utiliser ses fonctions et ses équations artistiques qui tournent dans sa tête et fonctionnent sans cesse, même en tâche de fond. Il y a cette sensation qu'un processeur informatique calcule et estime nos idées plus vite encore que ce qui arrive à notre conscience. Parfois une idée survient et on réalise qu'elle est la somme de plusieurs petites idées qu'on a eues, réparties dans le temps et qui soudain s'entrechoquent dans votre réseau neuronal. Car quelque chose en vous a vu que ces idées pouvaient s'imbriquer, se confronter, se reproduire, et même donner vie à quelque chose de neuf. Un fragment d'idée en soi ne sert à rien, il faut le confronter à d'autres. Alors on scanne cette idée en essayant de la mélanger. On passe en revue les millions d'autres fragments que l'on a en réserve. On fait défiler toutes les choses qu'on a déjà vues ou rêvées. Alors certes, plus on a de culture, plus on a de référents à faire défiler lors de ce processus.
Cette culture est primordiale, mais curieusement, je ne suis pas persuadé qu'il faille tout connaître. À tout connaître, on ne fait plus rien. Il va vous falloir régler le dosage de votre culture. Admettons que vous vouliez devenir peintre. Naturellement, vous avez choisi cette voie car il est probable que d'autres artistes ont éveillé une flamme en vous. Leur travail vous a convaincu de franchir le pas. Or, l'apprentissage d'un art est un mélange de pratique et de culture. La pratique nous permet d'enrichir notre boîte à outils et de créer des œuvres plus ambitieuses. Mais la culture nous permet de cerner ce que nous voulons dire. Pour autant, je pense qu'il est malvenu pour l'aspirant peintre de vouloir tout connaître des œuvres qui emplissent les musées. Ce n'est ni possible ni souhaitable. Par exemple, je suis depuis l'enfance dans une fascination totale devant l'œuvre de Hieronymus van Aken, plus connu sous le nom de Jérôme Bosch, au point d'en faire le second prénom de mon fils. Je voulais transmettre dans une partie cachée de son identité le nom de l'artiste qui a changé ma vie, qui a allumé en moi la flamme pour l'étrange et le fantastique, pour le grotesque et l'infernal. Pourtant, je n'ai jamais rien lu sur lui. Je ne le souhaite pas et je n'en ai pas besoin. Le dosage que j'ai trouvé avec cet artiste est parfait. Chacune des 1000 fois où j'ai contemplé ses toiles, j'ai eu envie de noircir mes propres pages blanches. Je ne veux pas déflorer cette émotion, j'aime la garder floue et nébuleuse, j'aime le coin de mon cerveau que son œuvre active mystérieusement. Il faut être capable de garder ces zones d'ombre, des points d'exploration qu'on veut garder pour soi seul, ou du moins qui nous donnent l'impression de les découvrir. Tout dépendra de votre capacité à aller puiser dans votre lac intérieur, dans cette étendue ectoplasmique où se trouve ce que vous cherchez à réaliser. J'ai la nette sensation qu'il y a du Bosch dans mon lac intérieur, et je ne veux rien lire qui viendrait contredire cette sensation. Notre cerveau est un ordinateur magique, mais dans lequel il est bon de garder des parties non contrôlées par la carte mère. Ainsi, il faut connaître assez pour créer quelque chose de novateur et original, et ne pas connaître trop, pour ne pas devenir blasé ou rabaissé par une œuvre. Il faut d'abord traiter avec les œuvres qui vous inspirent plutôt qu'avec celles qui vous intimident, et parfois découragent. Je voue par exemple un culte à Kubrick, mais j'ai envie de tout sauf de prendre une caméra après le visionnage d'un de ses films. A l'inverse, après chaque visionnage de La Montagne Sacrée, j'ai une envie folle de prendre une caméra. Je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est ainsi. Chacun aura ses frontières, ses maîtres à dépasser, ses horizons à atteindre. Un jour, peut-être, vous serez prêt à vous y mesurer. C'est ce dosage qu'il faut trouver. Si j'insiste autant, c'est parce que l'on sous-estime le nombre de celles et ceux qui abandonnent après trop de pages blanches ou de pages chiffonnées. Vous verrez, avec le temps, on finit par savoir quand une idée est bonne. C'est quand elle vous excite, qu'elle revient sans cesse frapper à votre porte, qu'elle vous réclame d'exister. Quand vous avez un léger fourmillement dans le ventre qui vous donne l'impression de donner enfin vie à une créature qui sommeillait en vous. Alors vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Et qu'il est agréable d'entrer enfin dans ce canal rare où l'on est en pleine clairvoyance, où tout ce que vous vouliez voir s'assemble enfin dans une harmonie qui vous est propre et qu'on appellera plus tard votre style. Et tout cela naîtra d'abord sur cette fameuse page blanche qui vous a donné tant de fil à retordre. Au-delà de la souffrance qu'elle n'aura pas manqué d'engendrer, la page blanche cachait en fait une invitation. Une porte ouverte sur un univers vierge, prête à accueillir toute l'étendue de votre imagination. Elle accueille à bras ouverts le flot incessant de créativité qui se débloque enfin. On en vient même parfois à remplir cette page blanche à toute vitesse, de peur d'oublier toutes les pensées qui vous traversent. Quand l'idée est bonne, tout se déroule sans encombre, tout se cale sur cette impulsion. Les problèmes qui arrivent deviennent de petites énigmes à résoudre pour aller dans le sens de cette grande idée qui vous sert maintenant de guide, de colonne vertébrale. Une idée qui vous empêche de dormir vous servira de phare dans la nuit. Alors la page blanche devient sans qu'on s'en rende compte une grande confidente qui jamais ne vous juge. On la montre rarement à d'autres qu'à soi. Elle a même des allures de journal intime. Vous pouvez coucher dessus toutes vos idées les plus fragiles. Cette page saura en prendre soin. Elle saura vous rappeler vos erreurs, vos ratures. Un jour, vous relirez ces lignes et vous trouverez peut-être même une idée qui traînait, seule, et attendez de votre part un nouveau regard. La bienveillance d'une page blanche est infinie. Rien n'est jamais perdu. Tout servira un jour. Il est même confondant de voir que quand on accouche d'une œuvre, on se rend compte qu'elle est le produit d'une longue gestation, dont nous n'avions même pas conscience. Si l'on sait cela dès le départ, cette page blanche devient un obstacle plus doux. Échouer devient un exercice, un mal nécessaire qui vous enseigne au final bien plus que la déception du départ. Il faut juste le savoir et arrêter de croire à l'inspiration ou même à cette vieille croyance qu'il faudrait être triste pour créer. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut accepter sa sensibilité, être à l'écoute incessante du monde et sans jugement, accepter d'être à vif pour recevoir ses messages.
Et à force d'emmagasiner ces sensations, on finit par ressentir une sorte de nœud intérieur qui demande à être expulsé par la voie artistique. On peut créer en étant heureux, voire être heureux grâce à cela, mais le bonheur total existe-t-il vraiment si on accepte de regarder le monde? Ne serait-ce même pas là l'un des rôles du créateur? Accepter d'y faire face et imaginer ce qu'il n'y trouve pas. Parce que cette page blanche est aussi une fenêtre. C'est un espace par lequel on lance des idées qui ont pour finalité d'être un jour partagées au plus grand nombre. C'est même la raison d'être d'une œuvre, voyager de par le monde et toucher les âmes qui croiseront sa route. Ce que vous écrivez sur cette même feuille devrait être capable de produire une émotion à quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui ne parle peut-être même pas votre langue. Essayer de faire naître de telles pensées vous met dans un état de vibration particulier. Exactement comme moi au moment où j'écris ces lignes, je suis assis à mon bureau, à minuit passé, dans le silence de la pièce, et pourtant je vous parle. J'imagine de façon abstraite ce que vous êtes en train de vivre ou de ressentir. Je fais tout pour que mes mots traduisent au mieux l'émotion que je cherche à vous faire parvenir. Alors toute personne qui crée le fait bien sûr pour soi, pour son propre plaisir, parfois pour sa survie, mais ensuite et toujours pour celles et ceux qui dessus poseront leur regard. Nous ne serons pas là pour leur tenir la main ou leur expliquer notre intention, ils n'auront que notre œuvre, et nous devons y mettre l'intégralité de notre force émotionnelle. C'est pour cette raison que la page blanche des débuts est si difficile, car elle vous rappelle sans cesse que vous créez peut-être dans le vide, et que si cela se trouve, personne ne verra votre travail. Je peux compter par centaines les pages de carnet que j'ai noircies, remplies d'idées censées changer le monde, mais la plus grande partie du travail d'un artiste est invisible. Quand on commence, on ignore si notre travail nous mènera quelque part. C'est pour cela qu'il faut absolument créer ce qu'on veut voir dans ce monde, pour que nous en soyons au moins l'unique spectateur heureux. Au bout d'un certain temps de pratique, vous saurez automatiquement ce qui a été déjà trop fait, les idées qui poseront problème plus tard, qui manquent de profondeur. Vous en connaîtrez assez pour aller directement à ce qui vous est essentiel. Quand on bloque devant une page blanche, la seule chose qui vous manque est une sorte d'étincelle. Il est d'ailleurs affolant de voir à quel point tout se débloque quand elle se manifeste. Cette lueur peut venir de toutes parts. Parfois c'est le réel qui vous tend la main et vous montre la voie. On raconte que Toby Hooper aurait eu l'idée de Massacre à la tronçonneuse en faisant la queue dans un magasin d'outillage. Une idée lui passa dans la tête à la vue des machines à débiter les arbres. Et si j'en prenais une et que je l'allumais là maintenant? Quelle serait la réaction des gens? À partir de cette pensée presque grotesque et absurde, il a révolutionné le cinéma d'horreur. Car une fois qu'on a ce germe d'idée, cette impulsion, on la passe ensuite dans tout un attirail de mécanismes qui vont vous aider à polir cette idée, à en faire un joyau. Pour créer Leatherface et son masque, il a fallu faire des croquis, tâtonner sur des pages blanches. Dans tous les films et même les jeux, on fait appel à des concepts artistes qui, avec vos contraintes, vont créer quelque chose qui donnera vie à la magie que vous aviez en tête. Ils et elles sont les maîtres de la page blanche. Ils sont les artisans discrets et souvent méconnus des plus grandes œuvres de notre panthéon. Leur travail montre par nature toute l'importance et les vertus de la page blanche. Avec la pratique et la connaissance, on maîtrise de mieux en mieux ces processus créatifs. On fabrique ses propres outils intérieurs. On scanne intérieurement l'étendue des possibles pour garder ce qui nous parle, ce qui nous touche, ce qu'on a envie de travailler. On a même démonté les œuvres des autres pour leur voler des pièces et les intégrer dans sa propre machine. On veut comprendre comment tout fonctionne. Y aurait-il eu des œuvres en 3 dimensions si l'on n'avait pas emprunté à Giotto? Y aurait-il eu le surréalisme sans le travail de Bosch? Le cubisme de Picasso sans l'art africain? Y aurait-il eu Gérard Trignac dans Un monde sans Escher? Du Silent Hill sans Louise Bourgeois? Nous sommes toutes et tous les descendants et les voleurs amoureux de nos illustres aïeux. Certaines idées que l'on développe et que l'on croit siennes naissent même parfois d'œuvres tierces, sans même qu'on s'en rende compte. Dès que quelqu'un crée quelque chose de nouveau, il ouvre une porte pour tous les autres après lui. D'autres créatifs fonctionnent par association d'idées, par brainstorming où un groupe bombarde des propositions qu'on soupèse et évalue pour voir ce qu'elles valent. Il y a autant de techniques que de styles, autant de procédés que de créateurs. Il n'y a pas 2 humains semblables. Et avec les mêmes outils, 2 personnes ne produiront jamais exactement la même chose. Et même ce qui parfois ressemble à un défaut ou une anomalie peut devenir notre atout principal. C'est souvent de là que naîtra votre propre solution. C'est ici que vous trouverez votre épanouissement. Je repense souvent à l'histoire que raconte Hidetaka Miyazaki, le génie derrière Bloodborne et la série des Souls. Plus jeune, il dévorait des romans de fantasy, mais ses piètres connaissances en anglais le forcèrent à recomposer entièrement des passages de l'histoire, en cédant des quelques mots qu'il parvenait à comprendre. C'est à ce moment qu'il a goûté aux vertus de l'imagination. Ainsi, dans ses jeux, il fait tout pour nous laisser dans une incompréhension presque totale, mais avec des petites choses auxquelles se raccrocher, suffisamment formidables pour avoir envie de plonger dans son œuvre, de puiser en nous-mêmes pour remplir les zones d'ombre qu'il a pu laisser, comme dans les livres qu'il lisait adolescent. De ce presque défaut,
il a fait une marque de fabrique, un principe fondateur de son œuvre future. Il n'y a pourtant pas de recette miracle. Ce qui marche pour quelqu'un ne marchera pas pour vous. Et qu'il est frustrant de ne pas avoir de prise sur tous ces mécanismes. Tout ce qu'on couche sur la page blanche est le fruit pas encore mûr d'un Rubik's Cube mental infiniment complexe et partiellement inconscient qui nous est propre et empêche, de ce fait, de dégager la moindre règle qui pourrait être universelle. Et si nous sommes aussi fascinés par la chose artistique, c'est sans doute parce qu'on peine encore à en comprendre l'étendue et le fonctionnement. Le processus créatif est un mystère qui s'initie sur cette modeste feuille de papier. Il n'y a que sur cette page blanche qu'on peut coucher les idées impossibles ou irréalisables. Les premiers engins volants ont existé sur des feuilles de brouillon bien des siècles avant que nous ne visitions le ciel. Alors n'abandonnez pas. Avec suffisamment de pratique et d'expérience, vous parviendrez à deviner la matrice en mouvement, à voir apparaître ces fameux systèmes créatifs. Moi-même, après chaque vidéo, je suis en proie à un grand vide. J'ai l'impression d'avoir fait le tour des sujets qui m'habitent, et puis en fait, le réservoir de la création est une des rares ressources infinies. Vous n'en ferez jamais le tour. C'est à vous de créer votre panthéon imaginaire. Mettez-y ce que vous voulez et n'écoutez personne qui vous juge sur les gens qui s'y trouvent ou ceux qui ne s'y trouvent pas. En création, il n'y a pas de règle à part l'exigence de faire preuve d'une certaine sincérité. Car si vous n'aimez pas ce que vous faites, personne ne l'aimera pour vous. Alors oui, la page blanche s'apprivoise. Il faut regarder par-delà la première apparence. Elle n'est pas que le cimetière des idées perdues. Elle cache autre chose qu'un rivage sinistre où s'échouent les épaves de votre imagination. Elle peut devenir un lac de lait qui verra s'ériger les plus grands monuments. Tout dépend d'un déclic, d'une faible étincelle, d'un moment précis où notre imagination s'enflamme parce que tout en vous est aligné. Au bout de la course, votre rendu final sera toujours bien différent des premières bribes d'idées que vous aurez couchées sur cette fameuse page blanche. Soyons toujours reconnaissants de ce qu'elle a su nous offrir. De pire ennemi, la page blanche deviendra alors votre allié la plus fière. Car sans sa discrète existence, sans cette page blanche qu'on finira par perdre et oublier, rien de magnifique ne se serait créé dans ce monde.